Bonjour, Chloé Berthoud, parc naturel régional de Camargue. J'ai travaillé pendant 6 mois sur le sujet du crabe bleu aux côtés de Delphine Larobarnouche et je vais vous montrer les protocoles que l'on a mis en place en Camargue et l'état d'avancement de l'invasion du crabe bleu. Alors, pour le contexte du crabe bleu en Camargue, il faut savoir que la première femelle grénée a été pêchée en 2019 et que les fortes populations ont été observées ensuite en 2023 et 2024. Et donc, où est-ce qu'on peut le trouver au sein de la Camargue? Eh bien, un peu de partout, puisqu'on a un système laguno-marin qui est très complexe, qui va donc avoir des salinités très différentes, avec la mer ici, les apports d'eau douce par le Rhône, ou encore des salinités qui sont différentes à cause des profondeurs et des distances à la mer de chaque étang. Et donc, en théorie, le crabe, il peut se développer de partout au Cassin. Sauf que, après dans la pratique, on l'observe surtout dans les filets des pêcheurs en mer ou, au niveau du Rhône, quand il est pêché aussi par des pêcheurs professionnels. Puisqu'ils vont l'attraper, il va être vu, alors qu'on ne va pas forcément faire des pêches de partout au sein du delta, donc on n'est pas sûr encore de la répartition réelle du crabe. Mais en tout cas, on en a vu, dans des étangs au niveau de Port-Saint-Louis et et au niveau de la Régou aussi. Après, il a été observé dans le système Baccares, mais encore en très faible effectif. Alors pourquoi est-ce qu'on lutte contre le crabe? Eh ben, le crabe, c'est ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante. C'est donc une espèce qui a été introduite involontairement par l'homme et qui s'est reproduite et a colonisé le milieu. Et donc pourquoi le crabe bleu va avoir un impact très négatif et très fort sur l'écosystème? Et bien tout simplement par son régime alimentaire. En effet, c'est une espèce qui est omnivore et opportuniste, donc il présente un large panel de... Et donc, comme il n'est pas beaucoup prédaté, il va y avoir une grosse compétition aux ressources et il ne va pas pouvoir être une ressource pour une autre espèce. Donc ça va être un dérèglement total, un déséquilibre de l'écosystème. Après, il va aussi avoir un impact direct sur les pêcheurs. Parce que lorsqu'un crabe bleu va être emprisonné dans un filet, il va s'enmailler et avec ses pinces, il va y faire de gros trous. Donc déjà, c'est une perte économique pour le pêcheur qui est très importante puisque le filet va plus pouvoir être réutilisé. Mais en plus, il va y avoir une perte de temps puisque pour désenmailler les crabes de filet, bah, il va falloir passer des minutes supplémentaires et donc ça, forcément, les pêcheurs professionnels n'ont pas forcément le temps puisqu'ils ont déjà beaucoup de travail. Donc, ce crabe-bleu, il a apporté de gros préjudices à l'écosystème, mais aussi à l'homme, donc causant des enjeux ici économiques et écosystémiques. Je vais vous présenter maintenant les actions de lutte contre le crabe que l'on a mis en place au sein du PNR, et donc elles sont au nombre de 3. Ici, je vous présente la première. Donc, pourquoi on est dans une salle de réunion? Parce que la chose la plus importante à faire pour lutter contre le crabe bleu, c'est la concertation. En fait, le PNR a un rôle d'animateur et donc de mettre autour d'une même table tous les acteurs du territoire pour pouvoir discuter des enjeux d'une problématique commune. Donc ici, le crabe bleu. Dans notre cas, c'est très important de communiquer avec les acteurs de terrain, les gestionnaires, les chercheurs et les pêcheurs professionnels pour instaurer une veille constante sur l'évolution de l'espèce, mais aussi pour pouvoir coordonner des actions de lutte sur des lieux stratégiques qui auraient été remontés par les acteurs présents. Donc, ces réunions, durant les 6 mois, on a pu en faire 3, dont une avec les gestionnaires et les acteurs techniques, une avec les pêcheurs professionnels et une dernière pour montrer les résultats de l'étude avec tous ces acteurs réunis. Donc ensuite, on va pouvoir parler plutôt des phases de terrain, à proprement dit, où on va lutter, activement contre le frein. Donc pour parler des études de terrain, on peut commencer par le suivi bioéthique. Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit de prendre un maximum de crabes bleus, d'en pêcher, sur tout le delta camarguais, de prendre des mesures sur l'animal, sur chaque individu pêché et ensuite de comparer les tailles pour voir, à quel stade de développement est le crabe et à quel endroit. Donc pour cela, on a été aidé par, des pêcheurs professionnels qui nous ont, gracieusement et volontairement donné des crabes qu'ils avaient pêchés dans le Rhône et en mer. Et on a aussi, été, aidés par des collègues du PNR lors de pêches scientifiques qui nous ont amené donc des crabes aussi, pêchés. Ensuite, on a trouvé un lieu, spécifique où on a pu mettre en place une pêche, active et à pied. Pour la zone de terrain, on a trouvé un pendant temporaire formé il y a 2 ans à Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est à 5 mètres de l'embouchure du Grand Rhône et à 10 mètres de la mer.
Il est accessible facilement à pied, comme vous pouvez voir, il y a du sable et il nous a permis de pêcher régulièrement dans cet endroit pour le suivi biométrique. En quoi consistait cette pêche? Eh bien, comme vous pouvez le voir là sur les photos, on a des épuisettes fortifiées au fil de fer qui permettaient de racler en partie le fond sableux pour ramasser les crabes. Et donc, il fallait faire le tour de la bassine à pied et dès que l'on observait un crabe, on essayait de l'attraper en abattant l'épuisette. Donc, en moyenne, on essayait d'être 3 personnes puisqu'on avait 3 épuisettes et on voulait retirer un maximum de crabes du milieu et on essayait d'y aller quotidiennement, donc une fois par semaine. Une fois pêché, chaque individu était mesuré. On prenait d'abord la masse de l'individu avec une balance, puis on prenait des mesures sur la face dorsale, donc la longueur et la largeur de la carapace. Ensuite, on prenait la hauteur du crabe et enfin, sur la face ventrale, la longueur et la largeur de son segment sexuel. Donc, c'était reconnaissable pour les femelles par la forme arrondie et donc très noire quand c'est mature, et pour le mâle par sa forme élongée et qui pouvait se décoller pour faire paraître les spermatophores lorsqu'il était aussi mature sexuellement parlant. Donc, on notait le sexe de l'individu et sa maturité sexuelle, qu'on avait classé en 3 classes, donc juvénile, adulte et adulte mature. Ça nous a permis ensuite d'ériger une tendance des sex ratios en fonction de la salinité sur le territoire et une tendance de maturité en fonction des zones de pêche et du mois de capture. Avec ces données, on a pu comprendre la répartition du crabe en fonction de la salinité, son stade de développement et la période de l'année. Et donc, il est plus facile maintenant de déterminer un lieu prioritaire pour la lutte contre l'espèce. Je vais vous parler du dernier protocole que l'on a mis en place, qui est la pose de collecteurs de mégalopes de crabe. Donc, qu'est-ce qu'une mégalope? C'est le deuxième stade larvaire du crabe bleu et qui est visible à l'œil nu, mais qui fait quand même 1 millimètre. Du coup, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Parce que ce qu'on appelle le recrutement larvaire, c'est lorsque les larves vont entrer dans le système de la lagune, on aimerait savoir par où il se fait pour pouvoir éviter l'entrée de nouveaux individus dans la lagune et donc éviter une potentielle reproduction après. Et donc, comment on fait? On va poser des collecteurs. Donc, vous voyez ici, c'est une fleur de douche lestée par un morceau ou béton. On va les poser dans des zones d'échange entre mer, lagune ou dans des lieux où on a des herbiers. Donc, on a posé tout de même au sein de la bassine pour s'assurer qu'il y ait, puisqu'on avait attrapé des juvéniles, on voulait voir s'ils arrivaient bien par les femelles qui venaient pondre à l'intérieur ou si, parce qu'il y avait quand même une possibilité de passage de la mer à la lagune. Donc, pour poser un collecteur, comment est-ce qu'on faisait? Tout d'abord, on choisissait l'endroit où on trouvait le plus intéressant de mettre le collecteur et on prenait bien en note les coordonnées GPS pour pouvoir revenir le chercher plus tard. Ensuite, on le posait, on le laissait 7 jours et vient après la phase de relève où on retire tout simplement le lest avec la fleur de douche. Ensuite, la fleur de douche, on la pose le plus délicatement possible dans un pot avec de l'eau douce pour essayer déjà de calmer la faune benthique. Et ensuite, on va donc conserver ce pot avec la fleur de douche que l'on va traiter ensuite une fois arrivé au PNR. Une fois au PNR, il faut retirer très logiquement la fleur de douche du pot et on fait attention à bien être au-dessus de la bassine, au-dessus d'un tamis. Donc ici, le tamis, c'était un tamis 300 micromètres. On va donc déverser la fleur de douche et l'eau qui contient la faune benthique pour essayer d'attraper un maximum de larves déjà au niveau du tamis. Ensuite, on va rincer plusieurs fois avec de l'eau, comme vu ici, et on va bien faire attention à déplier chaque petit pli de la fleur de douche très délicatement pour éviter de casser les larves et pour récupérer un maximum de larves possible. On peut ensuite laisser la fleur de douche tremper dans la bassine et après du coup il faut récupérer l'eau de la bassine pour être sûr d'avoir bien capté toutes les larves. Et une fois que cette étape est faite, on récupère les larves dans un coin du tamis pour ensuite les mettre dans un pot. Donc pot ici qu'on voit seulement avec les larves et l'eau, qu'on va ensuite remplir avec un mélange écumulaire d'alcool à 70 degrés et d'eau pour pouvoir les conserver et les emmener au MIO de Marseille où l'on va travailler avec Guillaume Marchessault sur le zooscan.
Le zooscan, qu'est-ce que c'est? C'est cet appareil ici qui ressemble à une grosse imprimante où l'on peut placer directement notre échantillon tamisé avec les larves et l'eau. Ici, on va refermer cette porte et on va ensuite utiliser un logiciel qui va nous permettre d'avoir un scanner de notre échantillon. Donc on va pouvoir voir très visiblement chaque larve et pouvoir faire de l'identification d'espèces ensuite. Si on a un doute, on peut prendre une larve et la mettre au loup binoculaire et pouvoir vérifier donc l'identification si on voit des mégalopes ou non. Donc grâce à cette technique, on a pu voir qu'il y avait des mégalopes dans les collecteurs que l'on a placés à Beauduc, mais qu'il n'y en avait pas à Port-Saint-Louis au mois de juin. On n'a pas réussi encore à faire toutes les analyses, donc on aura les prochaines au mois d'octobre. En parallèle de ces actions, on avait une phase de sensibilisation qui se faisait autour du crabe bleu et qui se faisait perpétuellement au cours de la saison. Donc tout d'abord, on avait des enquêtes crabe bleu qui se faisaient par la garde régionale marine, qui interrogeaient des pêcheurs amateurs au sujet du crabe bleu, s'ils en avaient vu pêcher et s'ils savaient comment gérer l'espèce. Donc ensuite, forcément, on avait une période où il y avait une explication de l'espèce et surtout qu'il ne fallait pas la relâcher en eau et la manger si c'était possible. Donc on a eu pas mal de pêcheurs amateurs qui ont été interrogés et donc sensibilisés. Ensuite, il y avait des moments plutôt ponctuels, comme ici le festival ACT ou le festival de la Camargue, où il y avait des périodes de sensibilisation au grand public avec des animations ou bien juste des dialogues et des explications sur l'espèce. Et enfin, il y avait toujours cette sensibilisation qui se faisait sur le terrain, puisque lorsque l'on agissait, on avait toujours des curieux qui venaient nous poser des questions, et donc c'était un plaisir de les sensibiliser et donc de répondre à leurs questions. La lutte contre le crabe bleu, qui est une espèce exotique envahissante et complexe, et donc c'est pour ça qu'il est primordial de communiquer avec tous les acteurs du territoire, que ce soit professionnels ou même sensibiliser le grand public, pour qu'il y ait une action contre cette espèce. Et donc, le meilleur résumé qu'on puisse avoir au sujet du crabe bleu, c'est que pour rendre l'écosystème heureux, il faut manger du crabe bleu.